Bonjour à tous. Je partage avec vous aujourd'hui, le témoignage émouvant d'un journaliste rwandais qui rend hommage au Cameroun, sa terre d'accueil. Cette vidéo est de la chaîne AJ+ français. C'est l'histoire d'un petit garçon de 2 ans, né au Rwanda, et qui, pendant le dernier génocide du XXe siècle, fuit avec sa famille pour sauver sa vie. Il traverse la RDC et la République du Congo avant d'arriver au Cameroun. Il grandit dans plusieurs camps de réfugiés, comme celui-ci. Quand on parle de réfugiés, ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des statistiques, ce sont des gens. Le site de Gado-Bazere accueille plus de 28 181 individus. Des hommes, des femmes et des enfants qui ont dû quitter leur pays pour aller dans un autre pays en quête de meilleure vie. Par 2 mois, comme ça, ou 3 mois, chacun peut trouver même 15 à 10 000 par mois. Oui. Et c'est leur périple que je vais vous raconter. Je m'appelle Rémi, je suis journaliste pour AJ+ français. Jusqu'à mes 23 ans, j'étais réfugié et apatride. Pendant plus de 3 ans qu'on a passé ici au lycée, est-ce que vous saviez que j'étais un étranger sans papier en plus? C'est en terminale comme moi je suis que tu étais. Un Camerounais rwandais, je me serais attendu à ce que ses camarades fassent peut-être un peu de discrimination, d'autant plus qu'il était chef de classe. Je vais vous raconter mon histoire en vous montrant la leur. Le Cameroun accueille des réfugiés de toutes parts, entre autres des Tchadiens venant du nord, des Nigérians arrivant de l'ouest, des Congolais et des Centrafricains venant de l'est. Ils sont au total près de 500 000 réfugiés et demandeurs d'asile, sans compter le million de déplacés internes de Boko Haram à l'extrême nord et de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. En comparaison, la France n'a enregistré que 121 554 demandes d'asile en 2021. Résultat, on y trouve d'immenses camps comme celui-ci à Gado-Bazere, dans l'est du pays. C'est toute une ville qui a été construite par l'OHCR. Vous voyez ce registre des arrivées? C'est ici que commence la vie dans le camp. Vous ne pouvez pas entrer dans le camp si vous n'êtes pas passé ici. Paulin travaille pour l'OHCR et voit des réfugiés centrafricains affluer tous les jours. Le site de Gado-Bazere accueille plus de 28 181 individus. Ça, c'était au 1er septembre. Évidemment, il y a eu plusieurs vagues. Depuis 2014, il y a des gens qui ont continué d'arriver. Quand ils arrivent ici, plusieurs d'entre eux n'ont plus un toit sous lequel loger. Tout à fait. Ils sont démunis, ils sont déstabilisés. On essaie rapidement de trouver des abris d'urgence. On essaie de passer à ce qu'on appelle plus généralement des abris transitionnels, plus solides et qui assurent plus grand confort en termes de dignité et de sécurité. Généralement, les populations locales n'ont pas grand-chose pour accueillir tous ces étrangers. Mais comme on dit ici, on préfère qu'ils viennent mourir de faim ici plutôt qu'ils meurent chez eux sous les balles. La solidarité camerounaise n'est plus à démontrer. Et puis il faut dire, ce sont les premières personnes à venir en aide aux réfugiés. En plus de leur donner un toit, le HCR essaie de leur redonner un peu d'espoir en les formant et en leur offrant un travail. Car le camp peut très vite ressembler à une prison, surtout quand on n'y fait rien. On est dans ce qu'on appelle un espace d'autonomisation des femmes, où en gros, des femmes vont venir faire des activités régénératrices de revenus et pouvoir nourrir leur famille. On a commencé cette activité depuis 2014. Nous sommes en 50 femmes. Nous sommes restés ici en 15 personnes. Maintenant, autonomes. Elles fabriquent du charbon. Alors c'est du charbon issu de la biomasse qu'elles vont prendre du bois, qu'elles vont brûler, ensuite écraser en poudre. Là, elles vont le mélanger avec de l'amidon et ça va donner quelque chose de solide qui pourront ensuite sécher et donner du charbon. Une véritable petite entreprise. 2 mois, comme ça, ou 3 mois, chacun peut trouver même 15 à 10 000 par mois. Pour protéger les plus vulnérables, en particulier les enfants, il y a un centre de santé. On est en train de checker le degré de malnutrition au nom de l'enfant. En fonction de leur pathologie, certaines vont aller en hospitalisation, d'autres vont aller en salle de soins pour une meilleure prise en charge. Quand j'étais petit et réfugié, j'avais de l'asthme et je passais presque toutes mes journées dans un centre comme celui-ci parce qu'il fallait que je prenne mes problèmes respiratoires. Dans le camp, on fait avec les moyens du bord. On ne vit pas, on survit. C'est ce que me rappelle Desmond, ce jeune réfugié centrafricain qui a accepté de m'héberger la nuit. C'est ta maison? Oui, c'est ma maison. Je vivais ici depuis 2021 jusqu'alors. Je peux utiliser ta natte pour... Oui, c'est possible, tu peux utiliser ça. C'est possible. Que ce soit pour se loger, se nourrir ou simplement avoir de l'eau, dans le camp, rien n'est acquis. Pour certains, il suffit juste d'ouvrir un robinet et vous avez de l'eau. Mais ici, dans le camp, il faut venir puiser de l'eau. Et quand vous venez, il y a plein de gens. Et Desmond m'explique qu'il faut effectivement faire la queue. Plus tard, en fin de journée, Desmond m'invite à une partie de football avec d'autres jeunes du camp. Le foot, c'est l'un des rares moments où l'on s'éclate, où l'on s'oublie. On a l'impression de mener une vie normale. Tous ces jeunes rêvent d'une vie normale, d'une vie en dehors du camp. Et je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'en sortir. En arrivant en 2003, le Cameroun m'a ouvert ses portes, celles de l'école, puis de l'université. Mais ses habitants m'ont donné plus. Ils m'ont permis de vivre parmi eux comme l'un des leurs. Ça, c'était notre première maison et je dormais là avec mon petit frère. J'étais obligé de dormir un peu sur le côté. Ça faisait plus de 12 ans que je n'avais pas remis les pieds dans ce quartier. Et je pense que là, il y avait un puits d'eau où on tirait de l'eau à la corde tous les matins pour se laver, l'eau de cuisine, etc.
En venant à Yaoundé, mon père voulait qu'on puisse faire des études pour s'insérer dans la société et espérer un jour laisser notre passé derrière nous. Donc c'était là mon lycée, lycée d'Nkolbissa. Et c'est là que j'ai passé 3 années de mes études secondaires, juste avant d'avoir le bac et d'aller à l'université. Rien n'a pratiquement changé. C'était un endroit où j'ai énormément appris. C'était pas toujours facile, mais je suis reconnaissant. En 2006, je suis exceptionnellement admis dans ce lycée. Parce qu'en plus d'être un étranger, j'étais un sans-papier. Je n'avais aucune nationalité légale et aucun État ne me reconnaissait comme son ressortissant. Et là, je vais rencontrer quelques-uns de mes anciens camarades de classe. Et aussi ma prof de français, Madame Dikanda. En m'acceptant, ce lycée du 7e arrondissement de Yaoundé a admis un élève fantôme. Ici, on appelle ça la tolérance administrative. Madame Dikanda, c'est elle qui m'a donné l'envie de devenir journaliste en m'amenant participer à une émission radio. C'était une émission interactive. J'ai amené Sabi Mana avec un autre de ses camarades. Alors nous sommes arrivés à la radio et c'était la première fois que lui il venait. Et là, vraiment, tes interventions ont époustouflé tout le panel. Quand je suis sorti de là, je savais que j'allais être journaliste. Sabi était un peu enfermée. Diane était l'une de mes plus proches amies. Elle sait presque tout de moi. Au fil du temps, il a commencé à s'ouvrir. Pour aller à la pause, il n'aimait pas la pause, il ne voulait pas manger, il n'avait même pas de quoi manger. Pendant plus de 3 ans qu'on a passé ici au lycée, est-ce que vous saviez que j'étais un étranger sans papier en plus? Avant, je me souviens, il y a eu une petite altercation. On a commencé à dire, toi tu n'es pas camerounais, toi tu es rwandais. On ne m'a jamais renvoyé à ma nationalité. On m'a toujours considéré comme quelqu'un de là. Et ça, c'était très important pour un réfugié. Le fait de se sentir chez soi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, quelque chose qui se donne. Et ça, c'est le Cameroun qu'on ne vous parlera jamais. Comme moi, il y a 19 ans, des milliers de réfugiés viennent dans la capitale camerounaise pour se chercher, comme on dit. Ça va? Rémi? Igor? Enchanté. C'est le cas d'Igor, Michael et Elano. Ces jeunes réfugiés bénéficient d'une formation du HCR. Et l'objectif est simple. Être formés comme journalistes reporters, aider nos frères, nos compatriotes réfugiés pour leur véhiculer des informations venant du HCR et de ses partenaires. Après leur formation, ils pourront travailler pour une radio communautaire. Il faut qu'il y ait des jeunes engagés, des jeunes comme nous, qui servent de courroie de transmission des informations aux réfugiés qui sont la cible. Donc, Elano, ce que tu m'expliquais, en fait, c'est que toi, tu es en train de faire un documentaire, c'est ça? Je suis en train de monter un documentaire qui parle surtout de l'intégration et de l'inclusion des réfugiés pour pouvoir les mobiliser et les sensibiliser afin qu'il y ait une prise de conscience surtout dans les jours à venir. Michael, après cette formation en audiovisuel, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi tes ambitions pour le futur? Bien évidemment, un jour, ce qui est sûr, tu vas rentrer. Il y a un adage qui dit souvent qu'on est mieux chez soi. Donc un jour, je vais rentrer et être journaliste. Igor, Michael et Lano, que deviendront-ils demain? On n'en sait pas grand-chose, mais une chose est sûre, c'est qu'ils auront au moins une formation et ils pourront l'utiliser demain pour essayer de subvenir à leurs propres besoins. Ils deviendront peut-être journalistes, qui sait. Malheureusement, tous les jeunes réfugiés n'ont pas cette chance-là. Depuis des années, ce père de famille rwandais tente une réinsertion devenue très difficile pour ses enfants. Actuellement, on n'a pas de statut. On se demande ce qu'on aime. On est en l'air, Athanase et sa famille ont perdu le statut de réfugié suite à ce qu'on appelle la clause de cessation. Cette clause intervient quand le pays d'origine et le pays d'accueil, sous recommandation du HCR, jugent que les raisons ou les circonstances de votre statut de réfugié ont cessé d'exister. Du coup, ce commerçant, comme beaucoup d'autres Rwandais au Cameroun, ne se retrouve ni réfugié, ni citoyen rwandais ou camerounais. Naturellement, quand tu n'as pas d'identité, tu n'es pas identifiable. Aux impôts, tu n'es pas identifiable. Et tu ne peux même pas contracter un crédit. Vous comprenez, tout est verrouillé, quoi. Que moi aussi, j'étais un peu dans la même situation. Que pour passer le concours pour entrer à l'école de journaliste, ils ont littéralement eu pitié de moi. Je n'avais pas de papier. La pitié là est en train de finir. Ce n'est plus comme à votre époque. Nos enfants n'y entrent plus. Ceux qui avaient pitié avant, ils n'ont plus. Peut-être on a changé le staff. À défaut de la protection du HCR, Athanase et sa famille espèrent au moins obtenir la naturalisation. Le Cameroun leur donnera-t-il la nationalité ou continueront-ils à vivre dans la clandestinité ?